Ouais, deuxième sujet. Comment on onboard un nouveau client? Exactement. Trop bien, Yes. sujet intéressant et long aussi. Et il y aurait énormément de choses à dire aussi. Et pareil, c'est complexe d'avoir comment dire, des conseils un peu généralistes, alors que d'une industrie à l'autre, d'un panier moyen à un autre, tu vas évidemment pas pouvoir te permettre d'avoir les mêmes actions dans cette étape-là. Mais néanmoins, voilà, si on devait résumer un petit peu les choses dans ces bonnes pratiques, euh, moi j'aime bien dire que c'est déjà un mini projet dans le projet. C'est-à-dire que, alors plus dans le B2B, parce que je viens plutôt du B2B, mais quand tu démarres une nouvelle prestation, que ce soit autour d'un service ou d'un produit avec un nouveau client, euh, l'onboarding, c'est le moment où tu dois montrer que tu es super bien structuré et que tu vas prendre par la main le client et il sait exactement quelles vont être les prochaines étapes versus tu arrives, tu bricoles quelque chose, tu donnes une impression de pas maîtriser ton sujet. Bah, déjà, en fait, tu perds une occasion de bien fidéliser et de bien rassurer ton client quant au fait que tu es une entreprise sérieuse avec qui c'est cool de bosser. Donc, il faut formaliser dès le départ pour moi. Voilà, on rentre dans la phase d'onboarding, OK, voilà, ça va être ça l'objectif, les différentes étapes, ça va être ça, 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 voilà la temporalité de ces étapes-là, voilà les rôles. Toi, le client, voilà ce que tu vas avoir à faire. Moi, le prestataire, voilà ce que je vais avoir à faire. C'est quoi les délais moyens, et cetera, et cetera. Ce qui marche bien à cette étape-là, c'est, d'envoyer alors est-ce que c'est, à nouveau par mail? Est-ce que c'est, un vocal, un machin? Ça, connaissez vos personas et vous saurez quel est le meilleur canal. Mais, envoyer une checklist, tu vois, d'onboarding avec, l'objectif, le planning, les rôles, les livrables, etc., les délais et compagnie. Ça, c'est un truc format, tu sais, one pager. Ça, le client, il se le met de côté sur son ordinateur, il le ressort à intervalles réguliers pour savoir où est-ce qu'il en est, est-ce qu'on a bien avancé ou pas. Ça, c'est quand même assez appréciable. Et la deuxième action concrète là dans ce côté mini projet structuré qu'est l'onboarding, c'est pour chaque nouveau client de faire un kick-off. Donc, c'est-à-dire une Ok. première réunion avec un ordre du jour. En amont de cette réunion-là, tu précises quels sont les sujets qui vont être abordés. Est-ce que le client il a déjà des devoirs à faire, auquel cas tu lui envoies la liste des inputs dont tu vas avoir besoin. Toi, de ton côté, ça va être aussi l'occasion de te présenter, etc. Ça n'a pas besoin de durer 1000 heures, hein, mais déjà, sur les tout petits paniers, faire un petit kick-off de allez, 15, 20, 30 minutes. Ouais, c'est bien, ouais. C'est bien. Ok. Il Voilà. a quel objectif pour toi, ce kick-off? Montrer au client qu'il rentre dans un process qui est huilé, Ok. donc le rassurer. Il sait où il va, il voit que, OK, tu maîtrises les phases d'après, je suis rassuré, je suis en toute confiance. Et je suis pas déjà en train de me dire: «Ah, je viens de payer, probablement cher, ouais, du coup, il se passe quoi après? Je suis dans le flou». Plus tu injectes du flou dans cette phase d'onboarding, plus tu prends le risque que le client il perde complètement la confiance, il devrait normalement avoir en toi. Et un appel comme ça, en plus, ça lui permet de te poser ses questions en live si toi, t'as pas, voilà, si t'es passé à côté de Exactement, quelque chose. exactement. Hem, En dérivé de ça, deuxième conseil, il faut que l'horizon soit clair. Dans le kick-off, avoir, comment dire? Les prochains jalons, expliquer en tout cas quels sont les prochains jalons, c'est essentiel. Et c'est essentiel parce que si tu as pas une trajectoire qui est claire, l'onboarding, ça devient un peu du hasard. Ah bah tiens, à cette étape-là, bah ouais, je vais répondre en 24 heures et puis attends, sur telle autre étape, je vais mettre 3 semaines et puis telle autre étape, je vais remettre 24 heures. Du coup, tu fais une espèce de yo-yo, accordéon qui est, stressful, pour le client, c'est pas bon. Donc, avoir cette trajectoire claire, ces jalons, exemple J+30, le client, il aura complètement, compris ce qu'il a acheté et il saura l'utiliser en totale autonomie. J+60, il verra apparaître, les premiers bénéfices, il pourra mesurer clairement le ROI de ce qu'il a acheté et J+90, eh ben, il sera complètement convaincu par la valeur, par exemple, tu vois? Donc ça, bien sûr, hein, ça dépend de l'industrie, de tout ça, mais Évidemment. avoir des étapes claires et les communiquer au client, c'est essentiel. Et ça peut faire partie de la petite checklist d'onboarding, que je mentionnais il y a quelques instants. Hem, je vais essayer d'accélérer un petit peu, parce que je parle beaucoup trop. Je suis trop bavard. 3e conseil, faut rapidement avoir une victoire. Le time to value, donc le moment où le client se dit: «Ah ouais, je suis vraiment content de ce que j'ai acheté», donc le time to value, plus il est court, plus ton client il va être fidèle derrière parce qu'il va vraiment, être à l'écoute de tout ce que tu vas pouvoir lui dire. Que ce soit
bah tiens, mon client, t'es content, viens, on continue de travailler ensemble l'année prochaine, ou que ce soit, tiens, mon client, t'es content, je t'en ai pas encore parlé, mais regarde, en plus de ce que tu as déjà, tu pourras acheter tel et tel et tel truc supplémentaire qui te permettrait d'être encore plus successful. Donc le time to value, plus il est court, mieux c'est. Et donc, pour que ce time to value soit court, il faut essayer de voir c'est quoi la plus petite victoire que le client peut avoir. Et cette petite victoire, il faut que tu te démènes pour qu'il l'atteigne rapidement. Comme ça, tu lui démontreras même par A plus B qu'il a eu raison d'acheter ton produit ou ton service. La preuve, il a déjà, au bout de quelques jours, quelques semaines à peine, il a déjà son premier succès. Et ça, dans l'esprit du client, le switch derrière, il est extrêmement rapide. Ah, grâce à tel produit, tel service ou tel accompagnement, j'ai réussi à blablabla. Ok, dans ma tête, maintenant, c'est plus un simple prestataire, c'est un partenaire qui va me permettre de briller, moi, dans mon entreprise en interne et qui va permettre de répondre à potentiellement tous mes objectifs. Ce switch-là, quand il se produit, il est magique. Et pour le maximiser, rapidement, il faut montrer ce qu'on a dans le ventre. Donc, il faut une première victoire. Ouais, puis L'action même prioritaire. dans le discours en fait que le client va avoir, parce que quand le client il démarre à l'onboarding, le niveau d'engagement il est énorme. Tu vois, le client il est au taquet en général. Dans la plupart des cas en tout cas, il est content de démarrer, il a envie d'en parler, il a l'occasion d'en parler aussi parce qu'il a plein de choses à dire. Et donc en fait, s'il n'a pas cette première victoire, quand il va en parler, il va dire ouais c'est cool, mais bon pour le moment je sais pas trop, j'attends de voir ce qui va se passer. Alors que si tu lui as déjà donné sa première victoire, s'il a déjà eu un time to value assez court, il va pouvoir dire facilement ouais c'est trop bien en fait. J'ai déjà eu ça alors qu'on vient de démarrer, bon j'attends la suite, mais c'est ça va déjà de bonne changer augure. complètement ouais exactement. Ça va complètement changer le discours qu'il va y avoir derrière quoi. Moi, ce que je préconise, c'est de se focaliser sur une action prioritaire. Si le client t'en donne 14, vois avec lui mesure quelle est celle qui est la plus facilement atteignable, soyons tactiques, si on allait vers quelque chose où on est sûr d'obtenir un bon résultat, mais vois aussi ce qui à la fois est facilement réaliste, réalisable. Voyons ce qui est déjà facilement réalisable, plus ce qui a quand même de la valeur pour le client. S'il te donne la liste de 15 actions top prioritaires et qu'à la fin, la 16e, il te dit ouais, ou celle-là, en vrai, je m'en fiche un petit peu et que toi, tu te concentres sur la 16e, c'est que tu n'as pas compris ton job. Donc, se focaliser sur une action. Et si jamais, effectivement, le client insiste pour tout faire en même temps, ce qui peut arriver, je pense que c'est aussi être un trusted advisor que de dire je te propose qu'on se concentre déjà là-dessus pour que rapidement tu puisses voir les résultats et après, on verra pour le reste. On peut le dire poliment, avec tact, mais c'est bien de prioriser. Quatrième conseil, clarifier qui fait quoi. Tu es en phase d'onboarding, donc la répartition des rôles que tu peux aborder, CF, le premier conseil que tu peux aborder dans ta réunion de kick-off, etc. Cette répartition des rôles, elle est essentielle, il faut que ce soit limpide. Alors dans les très grosses boîtes, quand tu es face à des top managers de grandes entreprises, tu peux utiliser la matrice RACI qui te permet de voir qui est responsable, etc. Enfin bref, pas besoin d'aller dans ce niveau de détail-là. Si tu as des clients, même B2C, qu'il faut responsabiliser, pas besoin de sortir des matrices comme ça qui vont parler à absolument personne. Mais en tout cas, je pense que c'est important de clarifier le fait que toi, client, voilà ce que tu vas avoir à faire. Moi, ton prestataire, voilà tout ce que je vais faire pour toi. Et si tu l'explicites, en fait, derrière, non seulement c'est clair, encore ça rassure parce que tu montres que tu connais ton job et que tu vas vraiment, vraiment, vraiment être quelqu'un qui va être capable de bien accompagner ton client parce que tu connais ton sujet. Et derrière, le client, il va pas attendre de toi que tu fasses un truc sur lequel tu n'as fait aucune promesse, en fait. Donc, tu étouffes un petit peu dans l'œuf des potentielles frustrations parce que si jamais tu dis pas ce que toi tu vas faire, le client il peut très bien s'imaginer que tu vas lui décrocher la lune alors qu'en fait c'est pas du tout ce que tu vas faire pour lui. Et il y a beaucoup d'insatisfactions que je vois passer moi qui viennent de manque de clarté en fait. J'attendais ça, je pensais que c'était toi qui allais faire ça, ah bah non. Alors qu'en fait ça c'est des trucs, c'est tout con, tu peux les lever dès le départ. D'autant plus que toi qui arrives en post-sales, tu hérites de ce qui a été dit ou pas dit en avant-vente. Oui. Dit ou pas dit par un sales, dit ou pas dit sur ton site web, sur une pub, sur un commentaire d'un influenceur sur un de tes posts sur LinkedIn ou sur Insta. Tu hérites de tout ça aussi. Donc, il suffit que quelqu'un, à un moment donné, ait mal compris ou quoi aux caisses pour que ce soit toi qui ait le mauvais rôle et qui dise « non, désolé, en fait, tu pensais que, mais on n'en a jamais parlé. » Et là, pour le coup, c'est pas bon parce que tu écornes un petit peu la confiance. Donc, mieux vaut être extrêmement explicite
voilà tout ce que je vais faire pour toi. Et pour que je puisse réussir à faire tout ça pour toi, peut-être que toi, mon client, tu vas devoir aussi faire quelques trucs et voici la liste. Voilà. Top. On en discute, clair, net, précis. 5e conseil, l'onboarding, j'aime bien moi le structurer en 4 grandes étapes. Donc tu as le kick-off, dont on a déjà parlé. Ensuite, tu as la mise en place, puis le training, puis l'activation. Alors je vais dire quelques mots sur chacune des étapes. Le kick-off, le but, c'est d'aligner les objectifs. Comme on disait tout à l'heure, voilà ce que tu as acheté, voilà moi ce sur quoi je vais être responsable, voilà ce sur quoi toi tu vas être responsable. Et pour que moi je fasse bien mon job, il faut que toi tu fasses ça en temps et en heure. C'est là que tu vas discuter des quick wins qu'on a aussi mentionné. Tu vas instaurer les bases de la relation que tu vas avoir avec ton client. Ça, c'est le kick-off. Suite au kick-off, tu vas avoir des choses à faire, que ce soit toi ou que ce soit d'autres personnes de ton entreprise. Tu as vendu la création d'un site web, ok, tu vas avoir des techniciens qui derrière vont faire le job. Toute cette deuxième étape-là, la mise en place, il faut continuer de communiquer. Tu peux pas te permettre de dire, voilà, c'est bon, on finit le kick-off, rendez-vous dans un mois quand tout sera prêt. Non. Comme tout à l'heure, tu dois continuer de communiquer tout au long de ce process-là pour dire voilà où on en est, voilà, je sais pas, les éventuelles difficultés qu'on a pu rencontrer, parce qu'il faut aussi être transparent avec ça. Voilà au contraire à quel point tout s'est bien passé. Tiens, là, je devrais pas te montrer parce que normalement j'ai pas le droit, mais bon, ça reste entre nous. Voilà, déjà regarde une capture d'écran de ce qu'on est en train de préparer pour toi. Bon, toi, tu peux jouer aussi la carte un peu de la connivence pour que là encore, le client se dise ouais, c'est vraiment trop chouette de travailler avec Charlotte ou avec Benjamin ou avec Maurice. Donc kick-off. Mise en place. Pendant la mise en place, tu continues de communiquer. Puis après, prise en main. Le client, ce qu'il a acheté, il vient de le recevoir. Typiquement, la mise en place, quand tu es un site e-commerce qui vend un produit, la mise en place, c'est la préparation de ta commande, c'est peut-être juste un message sur WhatsApp qui te dit « Ah, attention, on est en train de te préparer la commande, surveille ton colis, surveille ta boîte aux lettres dans les prochains jours. » Alors, loin de moi l'idée de faire de la pub, je suis client de 900 Care. Je ne sais pas si tu connais cette marque. Non, pas du tout. Okay. C'est tous les produits d'hygiène, donc ça va du lave-vaisselle au dentifrice en passant par le déodorant et le savon pour les mains. Enfin, ils proposent tout en vrac. L'idée étant que tu as tes contenants que tu as une fois chez toi et tu as un abonnement où tu reçois tes recharges chez toi. Exactement. Ils ont cette étape de mise en place chez eux, elle est absolument géniale. Moi qui suis donc client, lorsque j'ai mon colis qui va arriver, parce que c'est un abonnement tous les mois, j'ai mon petit message sur WhatsApp qui me dit voilà, Benjamin, salut, on espère que tu vas bien depuis le mois dernier. On est en train de préparer ton colis dans lequel il y a ça. C'est le bon moment pour me dire s'il te faut un peu plus de ci ou un peu moins de ça parce qu'il t'en reste encore du mois dernier. Et en gros, tu fais tout par WhatsApp, c'est eux qui viennent te chercher. Et derrière, une fois que tu as dit non, c'est bon, même colis que le mois dernier, ou non, ajoute-moi un peu de ci ou un peu de ça. Et derrière, tu as l'update et puis tu as OK, trop bien, voilà, on vient de t'envoyer ton colis, c'est tel numéro, puis tu le reçois dans approximativement tel jour. Et puis si jamais ça va pas, t'embête pas à envoyer un mail ou t'embête pas à essayer de nous appeler, tu fais un vocal sur le WhatsApp et nous on s'occupe de tout. Trop bien. C'est-à-dire que zéro charge mentale, quoi. Mais zéro charge mentale. Mais prenez mon argent. Prenez mon argent. Je vais rester fidèle jusqu'à ce que je sois très très âgé. Mais bien sûr. Donc mise en place, voilà, toujours communiquer, on prend par la main le client, on est proactif et ça marche du tonnerre. 3e étape, la prise en main. Tu viens de recevoir tes produits ou tu viens de recevoir ton site web dans l'exemple qu'on citait tout à l'heure, il va falloir qu'on te donne les bonnes pratiques pour bien l'utiliser et pour pouvoir bien en tirer de la valeur. Est-ce que c'est un QR code sur lequel tu vas avoir un petit tuto qui est personnalisé sur ce que tu as acheté? Est-ce que c'est je sais pas, un chef de projet, ton chef de projet qui va ou un account manager qui va t'appeler pour faire, je sais pas, l'initialisation de ce que tu as acheté avec lui. Peu importe la forme que ça prend, mais sur cette partie training, en fait, tu t'assures que là encore, ce qui a été acheté est bien compris, délivre de la valeur et tu t'assures d'avoir un quick win qui est facilement mesurable. Donc, on accompagne les gens, y compris quand c'est bon, ils ont obtenu ce pourquoi ils ont passé commande chez toi. Et dernier truc, tu as fait le kick-off. Tu as montré que durant toute la phase de préparation, de configuration, peu importe, tu communiquais et tu prenais les gens par la main. Tu les as suffisamment accompagnés pour en plus leur dire à ta place, j'utiliserai ce petit bouton supplémentaire que nos clients ne voient pas trop, mais qui dans ton cas va faire des miracles.
Donc, tu les as entraînés à utiliser de façon optimale ce qu'ils ont acheté. Bon, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour se dire que dans la foulée, quelques jours, quelques semaines plus tard, tu redécroches le téléphone ou tu recontactes ton client en disant bon alors, t'en es où du coup? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu rencontres une quelconque difficulté? Vas-y, viens, on en parle. Bien sûr que ça a du sens. Là encore, tu es proactif. Et comme tu es proactif, tu étouffes dans l'œuf des éventuelles frustrations ou des mécontentements que le client n'aurait pas forcément manifestés. Et s'il est content, il va être d'autant plus content parce que tu vas lui, tu vas lui prêter de l'attention, tu vas passer du temps avec lui, tu vas le chouchouter et ça, bien évidemment, il va adorer. Donc, 4 étapes pour un onboarding simple. Kick-off, mise en place, training et activation. Ça a l'air tellement facile quand c'est toi qui le dis. Il y a un peu de bouteille, hein. J'ai fait beaucoup d'erreurs avant d'arriver à tout ça. J'ai fait énormément d'erreurs comme tout le monde. Mais ouais, il y a un peu d'expérience derrière ça. Il y a un peu d'expérience. Allez, il nous reste deux conseils pour finir. Je pense que c'est bien de mesurer le succès de l'onboarding. Donc, avoir effectivement une mesure de NPS à ce stade-là pour voir est-ce que le client s'est senti suffisamment accompagné, etc. C'est bien, c'est pas suffisant, mais c'est bien. Ça va te permettre de mesurer le niveau de satisfaction de ton client. En complément, notamment si tu es sur un produit digital, un produit ou un service digit, mesurer le niveau d'adoption, c'est bien. Combien de fois le client utilise, est-ce qu'il utilise longtemps ou est-ce qu'il vient quelques secondes et après il part. Voilà, ces métriques-là, ça va permettre de voir à quel point tu es ancré dans son quotidien. Le but étant que plus tu es ancré, plus il aura tendance à être fidèle aussi. Même s'il faut être ancré, plus avoir démontré la valeur de ce que tu as vendu pour vraiment maximiser la fidélisation. Mais malgré tout, voilà, le niveau d'adoption, c'est un truc qui se mesure. Si tu vois que ton client il peine à utiliser, peut-être qu'il a mal compris. Donc mal compris comment l'utiliser. Donc peut-être qu'il faut revenir vers lui. S'il a très bien compris comment l'utiliser, peut-être que c'est parce que je sais pas, il est peut-être déçu du produit. OK, dans ce cas-là, pareil, il faut crever l'abcès avec lui, il faut voir quelle solution tu peux lui apporter. La Et comment troisième tu méthode, le oui, vas-y. mesures, pardon, ce niveau d'adoption? Ça dépend tellement du produit ou du Ça service. dépend du produit, Ouais. pareil, tu mets en place tes indicateurs et puis tu les suis, quoi. Si tu es une toute petite entreprise pas très connue qui s'appelle Meta, le niveau d'adoption de tes produits, donc ça va être de ton WhatsApp, de ton Facebook, de ton Messenger et de ton Instagram, je sais pas si je l'ai cité, enfin bref, toute ta galaxie de produits digitaux, le niveau d'adoption, ça va être le temps moyen que les gens restent dessus, le niveau d'interaction qu'ils vont avoir, sur la publicité, puisque c'est ton business model, sur la publicité que les gens vont voir, quelles vont être les interactions, les clics pour pouvoir effectuer des achats ou autres derrière. Enfin, tu vas avoir plein de métriques qui vont être spécifiques à ton activité. Si tu es, je sais pas, si tu es Netflix, ton niveau d'adoption, ça va être le temps moyen que tu passes chaque semaine ou chaque mois sur la plateforme. Ça va être aussi, est-ce que tu préfères regarder des séries ou des films? Et ça va être aussi, peu importe la réponse aux séries ou aux films, quel type tu vas regarder? Et est-ce que tu vas aller regarder les recommandations qu'on te fait ou est-ce que tu vas plutôt rechercher toi-même? En gros, comment tu utilises ce que tu as acheté? Au sens large. Tu définis tes critères, tes objectifs Ouais. pour chaque critère au départ et puis. Et c'est le fait de mesurer précisément qui va te permettre de dire c'est tous ces clients-là, c'est des clients qui ont un problème au niveau de leur adoption parce qu'ils restent pas longtemps ou parce que toutes les séries, moi je reprends l'exemple de Netflix, toutes les séries qu'ils ont commencé, ils arrêtent avant d'arriver à la moitié de la saison. Donc ça veut dire que globalement ils sont déçus par toutes les séries que je propose. Aïe, donc j'ai quelque chose à faire. Voilà, là encore, bien mesurer le niveau d'adoption, c'est se garantir le fait que tu comprends bien tes clients et que tu es capable d'être proactif pour leur proposer des solutions sur des problèmes qu'ils n'ont pas encore forcément manifestés. Troisième grand type d'indicateur, la durée de l'onboarding. Entre le moment où le client a passé commande chez toi et le moment où il peut utiliser pleinement son service, s'il se passe 18 mois, c'est pas génial. C'est pas génial. Il t'a acheté un parapluie 18 mois avant de pouvoir l'utiliser, c'est pas ouf. Donc, en fonction des industries, cette durée d'onboarding, si elle est modérément longue, ça peut être un bon indicateur parce que dans le B2B, par exemple, il faut que tu prennes vraiment par la main les gens, puis tu vas peut-être rencontrer plein d'autres personnes au sein de l'entreprise pour les convaincre d'utiliser l'outil, etc. Par contre, dans le B2C, plus c'est long, moins c'est bien généralement. Là encore, d'une industrie à l'autre, mesurer le durée de l'onboarding pour peut-être se mettre un petit warning. Attention, on est en train de dépasser
je sais pas, 30 jours d'onboarding, ce qui, dans le cas de notre cible, commence à être un petit peu périlleux. Donc peut-être que j'ai des actions proactives à mettre en place pour accélérer les choses. Voilà. Et donc dernier conseil, c'est un conseil un peu triche, j'avoue, c'est d'éviter les principales mauvaises pratiques, les principaux anti-patterns, comme on dit. Ok. Le pire onboarding, c'est celui qui est lent et qui est silencieux. Donc en gros, au début, tout le monde était pump it up, on va bosser ensemble, trop chouette, et puis le soufflet il retombe, plus personne se parle, il se passe rien. Ça, c'est pas bon. Autre exemple, au contraire, pump it up trop bien, et puis t'inondes ton client d'1 million de messages, trop d'infos, trop de trucs d'un coup sur une période de temps trop courte. Saturation, le client il a plus du tout envie de te parler parce qu'il te considère comme de la charge mentale supplémentaire, là où au contraire il a acheté de la tranquillité d'esprit. Et puis en Donc plus, toutes les infos que tu as voulu faire passer, il les a pas vues, quoi. exactement, notamment peut-être des choses qu'il est censé faire pour pouvoir avancer dans le process. Il l'a pas vu passer parce que tu l'as saoulé, quoi. Donc pas génial. Donc le soufflet qui retombe parce que on était tous trop contents de pouvoir commencer, et puis derrière, il n'y a pas eu de relance au bon moment, il n'y a pas eu de communication de la part du chef de projet ou account manager ou customer success manager, ça retombe. Deuxième cas de figure, trop d'infos sur un laps de temps trop court, saturation. Le troisième, c'est sentiment d'abandon parce qu'il n'y a pas de suivi. Ok. Voilà. C'est les 3 grands anti-patterns que j'ai pu identifier. Et donc, pour faire ça, tu limites tes calls, pas que ça dure 1000 ans, mais tu fais des calls courts, juste ce qu'il faut pour collecter des données, pour véhiculer, pour donner les informations que tu devais faire passer, pour peut-être aussi montrer ta posture, montrer que le client, il est dans un process qui marche très très bien, peut-être pour invoquer le fait aussi que voilà, là on en est à telle étape, c'est à peu près à cette étape-ci avec nos autres clients que on se rend compte que ci, que ça, qu'est-ce qu'il en est pour vous? Bref, tu passes le juste temps, le temps nécessaire avec chacun de tes clients pour leur montrer que tu es présent, sans saturation, mais sans non plus je t'abandonne et tu te débrouilles. Voilà. Et quel que soit le produit ou le service, c'est quand même bien d'avoir au moins un point de suivi. Au moins un point de suivi. Ça peut être 5 minutes, mais un point de suivi où tu parles, pas un email, pas un vocal asynchrone, mais vraiment t'échanges un Teams, un Google, je sais plus quoi, Google Meet, peu importe, ou juste un appel téléphonique, peu importe. C'est quand même bien de parler aux gens. Il y a rien de Ok. mieux, à nouveau, que pour un client, il y a rien de mieux que de se sentir considéré. Prendre le temps de décrocher le téléphone, c'est un truc qui a vraiment du sens. Et au pire, il est pas joignable, c'est pas grave, il verra que tu as essayé de l'appeler et il se dira: quand même, c'est cool, ils ont essayé de prendre de mes nouvelles, ou peut-être qu'il te répondra par écrit, mais c'est pas grave. Au moins, il aura l'info comme quoi tu es aux petits soins pour lui. Et ça, c'est Et, valuable. et sur une relation long terme, on va dire, combien de temps après l'onboarding tu le vois, le point de suivi? Alors là, on est vraiment spécifique à l'onboarding. Donc dans Ouais. le spécifique à l'onboarding, même si tu as tout automatisé, que le kick-off, tu le fais, c'est juste un mail que tu envoies avec, voilà, envoie-nous ça, 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 et puis nous derrière, on fera ça, ça, ça. Le point de suivi Ah, tu veux dire un point de suivi pendant l'onboarding? pendant Après le l'onboarding. kick-off, mais pendant l'onboarding. Ok. Exactement. Moi, Je pense je une fois parle que c'était vraiment. clôturé. D'accord. Non, là, on est toujours dans le Ok. cadre de l'onboarding. Moi, je pense que c'est bien de le faire. S'il doit y avoir un seul point de discussion comme ça, de visu one-one, et je me rends compte que j'emploie beaucoup d'anglicismes et d'expressions comme ça. Désolé, c'est Ça passe, moi aussi. mon Ils ont côté l'habitude, je tech. pense. Pardon. Désolé. Mais en tout cas, s'il doit y avoir un seul point, je le mettrais après le training. C'est-à-dire que le client, il a reçu ce qu'il a acheté, tu lui as donné automatiquement avec du contenu bien calibré pour tous les conseils pour qu'il tire de la valeur de ce qu'il a acheté. Ouais, quelques jours ou quelques semaines en fonction de ce que tu lui as vendu après la réception, que tu décroches le tel ou que tu prévois un Teams. Ouais, ça a du sens. Parce que là, tu vas vraiment Ok. mesurer à nouveau la satisfaction, le quick win dont on parlait tout à l'heure. Enfin, voilà, tu vas pouvoir vraiment creuser ces notions-là. Et c'est ces notions-là qui vont être un accélérateur de fidélisation d'un seul coup. Donc, je le mettrais plutôt ici.